Dans l'histoire du catch, les figures d'autorité aux écrans ont toujours été hyper importantes. Quand on en parle aujourd'hui, on pense évidemment aux dirigeants réels de la WWE, mais moi je pense surtout aux general managers des divers shows. À mon époque, c'était les grandes heures de Teddy Long qui régalaient chaque semaine en mettant chaque personne qui le saoulait dans un match contre l'Undertaker, mais on peut également citer Vicky Guerrero qui avec son personnage détestable arrivait à raconter des histoires très cool, et si on revient plus récemment, on peut également parler de la période où ce rôle était campé par Daniel Bryan, voire même parler de Nick Aldis et de Adam Pearce qui sont les managers généraux actuels de Raw et SmackDown. Mais bon, si toutes ces personnes ont marqué la WWE à leur manière, il leur manquait quand même quelque chose. Bah oui, dans la vie réelle, c'était pas eux qui dirigeaient la WWE, ils n'ont jamais eu de réelle position de pouvoir. Et donc, même si leur personnage était cool, ils pouvaient pas imposer leur puissance sur tout le roster comme le pouvait le clan dont on va parler aujourd'hui, celui qui a dirigé la WWE d'une main de fer pendant près de 3 ans, l'autorité. Alors, pour raconter l'histoire de l'autorité, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On est en 2013, le président officiel de la WWE à ce moment-là, c'est Vince McMahon, et son beau-fils Triple H alterne entre son rôle de catcheur et celui de directeur des opérations de l'entreprise. C'est donc eux les principales figures d'autorité dans la vraie vie, mais aussi aux écrans, puisque même s'ils sont appuyés par la general manager de Raw, Vicky Guerrero, qui tardera pas à se faire remplacer par Brad Maddox, et aussi par la vice-présidente Stephanie McMahon qui fait quelques rares apparitions à l'époque, ça reste eux les principaux dirigeants. Aux écrans, le pouvoir est d'ailleurs plutôt disputé à ce moment-là, avec Triple H et Vince qui luttent de manière passive-agressive pour imposer leur vision des choses, mais avec John Cena en tant que champion, on peut dire qu'à la WWE, tout se déroule plutôt bien. Parce que oui, au mois de juin, l'équipe qui dirige la WWE est quand même plutôt appréciée par les fans. Déjà, Triple H, dans son rôle de catcheur, il sort d'une rivalité avec Brock Lesnar, dans laquelle il a été érigé comme le héros, mais en plus, les directeurs de l'entreprise essayent de lutter tant bien que mal contre le Shield qui a débuté fin 2012 et qui est difficilement gérable. Mais vous allez voir que tout ça va très vite changer. À cette période, si le champion de la WWE c'est bien John Cena et qu'il est en rivalité avec Mark Henry suite à l'incroyable segment de retraite de celui-ci, le favori numéro 1 des fans, c'est aucun de ces deux hommes. Et oui, c'est une histoire que j'ai déjà retracée en détail il y a quelques temps sur la chaîne, mais à ce moment-là, on est en pleine ascension du Yes Movement et donc le héros des fans, c'est Daniel Bryan. Semaine après semaine, sa popularité n'a de cesse d'augmenter et l'apogée de ce soutien arrive lors de l'épisode du 15 juillet 2013 puisque John Cena choisit Daniel Bryan comme adversaire pour sa prochaine défense de titre lors de SummerSlam. Cet événement, il va être super important pour les fans et pour Daniel Bryan, mais il va aussi être très important pour le clan dont on parle aujourd'hui, puisque c'est lui qui va tout bonnement lancer l'autorité. En fait, à la base, Triple H va se placer en grand soutien de Bryan. Il remet en question l'avis du président de l'entreprise sur le catcheur et il joue énormément sur la ligne entre la réalité et la fiction en accusant Vince de refuser la présence d'un catcheur comme Daniel Bryan au sommet de la WWE. Ah oui, c'est un secret pour personne, si pendant des années on a connu des catcheurs avec un gabarit relativement similaire au sommet de la WWE, c'est parce que cette vision du catch c'est celle de Vince McMahon. Pour être champion du monde, il faut avoir une certaine apparence à ses yeux et évidemment Daniel Bryan rentre pas du tout dans ces critères. Donc pour s'assurer que personne ne puisse intervenir en la faveur de John Cena et donc indirectement de McMahon, Triple H va décider lors du Raw du 12 août 2013 d'être l'arbitre spécial du match le plus important de SummerSlam. Bon, je sais qu'avec tout ça on peut être très loin de s'imaginer comment à partir de là on va partir sur l'un des clans les plus détestés de la WWE, mais justement cette période sert à créer un lien de confiance entre Triple H et le public qu'il va pouvoir briser pour lancer pour de bon l'autorité d'ici quelques semaines. Parce que lors de SummerSlam, si The Game joue son rôle d'arbitre à merveille durant tout l'affrontement et qu'il va bien lever la main du gagnant après sa victoire en donnant la ceinture à Daniel Bryan pour qu'il célèbre son rêve, il tourne le dos à la foule immédiatement après en envoyant un pedigree sur le nouveau champion, permettant alors à Randy Orton d'utiliser sa mallette Money in the Bank et de devenir champion de la WWE. Et c'est donc là que tout va enfin pouvoir commencer pour l'autorité. On va comprendre dès le lendemain à Raw que de grandes choses sont en train de se préparer. Stephanie confirme qu'elle est bel et bien du côté de Triple H et de son père en disant à Daniel Bryan que la décision de SummerSlam n'était pas personnelle mais que c'était simplement ce qu'il y avait de mieux pour le business. Bien sûr, ce qui a le plus choqué les fans et Daniel Bryan lui-même, c'est pas l'avis de Stephanie et de Vince sur lui et sur son parcours jusqu'au titre de champion, ça c'est plutôt classique, mais c'est plutôt le fait que Triple H, qui était pourtant le leader de la révolution à la WWE, celui qui bravait toutes les règles et qui dirigeait la DX pour s'opposer à l'autorité, venait maintenant de tourner le dos à tout ça pour justement rejoindre une direction fade et réticente au changement. Stephanie va directement mettre les choses au clair en disant à Bryan que tout le monde ne peut pas être le visage de l'entreprise, et on va déjà commencer à avoir des références à la réalité puisque Stephanie dira à Bryan qu'il n'est qu'un B+ player, c'est-à-dire un catcheur moyen plus en gros, mais surtout qu'il est un underdog qui a totalement sa place dans l'entreprise, mais seulement cette place, c'est pas celle de numéro 1. Et là honnêtement, c'est juste parfait à mes yeux. On sait tous que la WWE c'est scénarisé et que oui, à l'époque, au final, celui qui prend la décision, c'est Vince McMahon. Donc s'il veut pas que Daniel Bryan atteigne les sommets, il les atteindra jamais. Et ça, les fans le savent, sauf que là, tout ça transparaît directement aux écrans, avec Triple H qui fait une action dans le contexte des histoires de la WWE pour priver Daniel Bryan du titre, ce qui en fait représente une envie bien réelle de la part des officiels de garder le leader du Yes Movement loin de la place de numéro 1. Bien sûr, tout ça ne plaît pas à Daniel Bryan, qui va péter un câble dans ce segment pour se faire escorter par la sécurité, mais vous allez voir que si
si à la base tout commençait très bien dans cette histoire, ça va pas tarder à prendre une direction pour le moins inattendue. Parce que oui, pour l'instant, le seul qui s'oppose vraiment à l'autorité, c'est Daniel Bryan. Et même si le clan n'est pas officiellement formé, parce que pour ça il faudra attendre le dernier segment de la soirée, il fallait bien que la WWE commence déjà à créer des alliés pour le rival de Triple H et compagnie. Et qui de mieux pour ce rôle que le Big Show. Et non, vous rêvez pas. Puisqu'il a fait des remarques désobligeantes aux dirigeants de la WWE, Big Show est puni en étant placé dans un match handicap contre le Shield, et après avoir été passé à tabac par les 3 renégats de la WWE, le Big Show était établi comme l'un des alliés majeurs de Daniel Bryan. Mais bon, vous inquiétez pas, on aura largement le temps de parler du Big Show, il va avoir un rôle bien plus important que ce qu'on aurait bien voulu voir à l'époque, et le show va se conclure par l'entrée de Triple H, Vince et Stephanie McMahon pour célébrer la victoire de Randy Orton la veille à SummerSlam, et pour de bon établir ce clan connu sous le nom de l'autorité. Et en vrai, il faut bien reconnaître que ça avait de la gueule. Avec Triple H en tant que leader principal, le Shield en tant que bras armé et Randy Orton en représentant de l'entreprise avec le titre de champion, on pouvait s'attendre qu'à de grandes choses. Et c'est vrai, l'autorité sur le papier c'était incroyable, et cette histoire a mené à de grands moments. Mais malheureusement dans tout ça, il n'y a pas que du positif, et il y a aussi des moments franchement pas terribles. Mais bon, pour ce premier discours, tout est franchement très cool. Triple H déroule un long discours pour dire poliment que Daniel Bryan n'est pas à la hauteur, en disant que c'est juste un bon petit technicien et qu'il méritait de battre John Cena, mais en disant surtout que le public de la WWE mérite un bien meilleur champion, en la personne de Randy Orton. Et donc, après avoir bien frustré les fans avec une longue promo pour leur expliquer que les choix de la direction sont faits pour eux et pour leur bien, on va enfin pouvoir libérer le fauve, puisque Daniel Bryan débarque et se lâche contre le Shield en se débarrassant facilement de Reigns, Ambrose et Rollins. Mais alors qu'il s'apprête à enfin rejoindre les leaders de la WWE, il est découpé par un spear de Roman Reigns et il est alors passé à tabac sous les yeux de Triple H, qui étonnamment va mettre un terme à cette destruction. Encore une fois, je trouve que le rôle de Triple H dans tout ça, il est parfait. Il va pas jouer à 100% le rôle du méchant qui dit aux fans « je fais ce que je veux et vous avez rien à dire ». Là, il est dans le personnage qui respecte Daniel Bryan, mais qui juste le sous-estime énormément. Il est pas là pour l'empêcher d'atteindre ses rêves, le seul problème c'est que ses rêves, justement, ils sont incompatibles avec ceux dont la WWE et les fans ont besoin selon lui. Bon, malgré tout, il va quand même rester le cérébral assassin, donc même s'il a pas l'air d'être 100% méchant, il va quand même demander à Bryan de venir dans le ring pour écouter ce qu'il a à dire, mais à la seconde où le leader du Yes Movement met ses 2 pieds sur le tapis du ring, il mange un RKO du champion de la WWE, et cet épisode de Raw peut alors se conclure sur la célébration de la faction la plus dominante de la WWE à l'époque, l'autorité. Et c'est donc maintenant qu'on va voir plusieurs chemins se créer. Parce que depuis le début, j'ai beaucoup parlé de Bryan. C'est vrai que c'est lui qui lance toute cette histoire, donc c'est logique, mais en tant que figure d'autorité, le clan de Triple H va travailler sur plusieurs fronts. D'un côté, on a la rivalité entre Orton et Bryan autour du titre de la WWE, qui est le point central de l'histoire et qui se confirme avec l'annonce de la revanche entre les deux à Night of Champions. Et même si je sais qu'on pourrait trouver illogique que Daniel Bryan ait droit à ce match alors que Triple H pourrait faire ce qu'il veut, on est dans une époque où tout champion qui perd son titre a le droit de demander une revanche, donc l'autorité n'est pas en mesure de priver Bryan de ce match malgré tout son pouvoir. Mais comme je l'ai dit, l'autorité va pas seulement imposer sa vision à Bryan. Petit à petit, les principaux faces de la WWE, c'est-à-dire les catcheurs qui sont soutenus par les fans, vont se retrouver pris au piège par l'autorité qui va sans cesse les menacer de les licencier s'ils ne respectent pas leurs ordres. Évidemment, le principal concerné dans cette histoire, on en a déjà parlé, c'est le Big Show, mais vous allez voir qu'il est pas le seul. Et le deuxième homme qui va subir les foudres du clan de Triple H à l'époque, c'est nul autre que Cody Rhodes. À ce moment-là, il est très loin d'être le cauchemar américain, c'est juste un lutteur de milieu de la carte, et tout va commencer lors du Raw du 2 septembre quand il vient dire à Triple H et Orton qu'il espère que personne ne va se mêler du main event entre Bryan et le Big Show. Malheureusement pour lui, Cody va pas s'arrêter là puisqu'il commet un autre affront en disant à Triple H qu'il pense que c'est Randy Orton qui aurait dû affronter Daniel Bryan dans ce main event parce qu'à ses yeux ce match est ce qu'il y a de mieux pour le business. Mais comme le dit bien Hunter à ce moment-là, ouais, mais c'est pas toi qui décide, c'est pas intéressant. Voilà, bon, au moins c'est clair, mais c'est pas tout, parce que venir s'opposer à Triple H comme ça, c'est pas une chose qu'on peut faire sans conséquence. Et donc The Game va annoncer à Cody que ce soir il aura bien un match contre Randy Orton, ce qui est une belle opportunité, mais que par contre en cas de défaite, il sera licencié de la WWE. Malheureusement, justement, quelques temps plus tard dans cette même soirée, après un match dans lequel il se sera bien battu, Cody Rhodes va subir un RKO de Randy Orton, et il sera couvert par le champion pour perdre son emploi. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant de regarder ça aujourd'hui parce que Cody est interviewé dans le vestiaire au moment où il quitte l'arène et donc officiellement la WWE, et il dit qu'il est juste pas étonné du comportement de l'autorité puisque depuis des décennies, les McMahon ont toujours détesté les Rhodes. Donc voilà, à l'époque ça avait déjà une certaine signification, mais avec ce qu'on a vu ces derniers temps, j'ai l'impression que ça en a encore plus. Mais bref, avec tout ça, la première victime officielle de l'autorité venait déjà de subir d'immenses conséquences, et c'était très loin d'être terminé. À côté de ça, Dolph Ziggler subira lui aussi les foudres de la direction avec un match le même soir dans lequel il sera attaqué par Dean Ambrose avant d'être facilement battu par Ryback. Et pour revenir au Big Show, cette soirée marquera aussi un moment très particulier pour lui. En fait, la WWE va décider à ce moment-là de raconter une énième fois l'histoire du catcheur ruiné qui est obligé de conserver son travail à tout prix pour continuer de vivre décemment, et donc si le Big Show refuse d'affronter Bryan dans le main event, il ne sera tout simplement pas payé et il se retrouvera alors à la rue. Bon oui, je sais, ça a aucun sens, le Big Show à ce moment-là il est très certainement déjà multimillionnaire, mais bon, faisons abstraction de ça, ce qu'il faut comprendre c'est que le Big Show est obligé d'obéir à l'autorité s'il veut continuer à gagner sa vie, puisqu'à ce moment-là il n'a aucune autre alternative
alternative de carrière et que sa vie de catcheur est plus proche de la fin que du début. Et donc avec tout ça, on arrive bien au main event. L'autorité oblige l'intégralité du roster à regarder le match, comme d'habitude, et après avoir été forcé de mettre Daniel Bryan KO lors de SmackDown, le géant refuse ce soir de s'en prendre encore à son ami, et il décide alors de quitter l'arène. Daniel Bryan est donc passé à tabac par le Shield, et le Big Show revient dans le ring pour essayer de sauver le leader du Yes Movement, mais il est aussitôt stoppé par Triple H qui le menace une fois de plus de lui retirer sa paye et qui le force à envoyer une droite à son ami. Mais surtout qui va annoncer au géant la pire nouvelle possible qui va totalement le détruire et le faire fondre en larmes. Il n'a pas pensé à recommander des boissons de chez Oli, et son stock de hydration goût pêche est totalement vide. Cette annonce, elle va complètement détruire le Big Show. Et franchement, je le comprends, regardez-le, le pauvre, il fait trop de peine. En même temps, moi j'ai de la chance, Oli c'est le partenaire de la chaîne et le sponsor de cette vidéo, donc du stock j'en ai, et puis je peux me régaler d'être hydraté en permanence, en plus d'avoir de l'énergie pour mes montages avec leurs boissons sans sucre et sans arôme artificiel. Mais le Big Show, lui, avec toutes ces histoires de l'autorité, bah il a oublié de passer commande. En plus c'est dommage, parce que s'il avait écouté mes conseils, il aurait même pas eu à réfléchir. Il prenait quelques pots de pêche pour être hydraté, un pot de Raspberry Raptor pour éviter la fatigue, et enfin un petit thé vert pomme pour éviter de boire des sodas ultra sucré, et je pense qu'il était paré pour le mois. Non franchement ça me fait de la peine, quand tu sais qu'en plus il aurait pu offrir à sa famille des packs découvertes pour seulement 19,99 pour que eux aussi ils puissent goûter les saveurs des boissons Oli et faire un choix plus facilement pour leur prochaine commande, honnêtement juste ça me fait trop mal au cœur. Et bon vous le savez, toutes les histoires ont une fin positive, on va pas le laisser comme ça le pauvre, c'est trop triste, regardez il est à bout et je le comprends encore une fois. Allez Big Show, reprends-toi, j'ai quelque chose qui va te redonner le sourire et qui saura en plus régaler tous ceux qui regardent cette vidéo. Si tu utilises le lien en description et le code MonsieurHawkins5 sur ta première commande, tu pourras profiter de 5 € de réduction, c'est pas beau ça? Et oui, je sais, c'est pas ta première commande, tu viens de dire que t'as fini ton stock, c'est pour ça que t'es en larmes. C'est pas grave, j'ai encore mieux. Tu utilises le même lien, t'as juste à enlever le 5, tu mets le code MonsieurHawkins et là t'auras 10% sur tout le site. Tu vois, il faut pas se mettre dans cet état, on arrive toujours à trouver une solution. Allez, n'attends plus, va défier l'autorité avec le plein d'énergie en utilisant mon lien et mes codes promo, je suis sûr que tous tes goûts favoris sont encore en stock. Et puis, entre nous Big Show tant qu'on y est, regarde la nouvelle saveur Grapefruit Giraffe, elle est pas taillée à 100% pour toi? Allez c'est bon, file. Et puis pour vous tous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire de même, régalez-vous et donnez-moi votre saveur favorite en commentaire. Et moi sur ce je remercie Oli pour leur confiance dans ce partenariat et on peut revenir à notre histoire. Parce que oui, si on redevient un peu sérieux 10 secondes, ce segment est quand même un peu bizarre. En fait, le Big Show il prend une place majeure dans la rivalité. Et même si, ok, c'est un grand nom du catch, bah, c'est vraiment pas celui qu'on voulait voir à ce moment-là. Et le fait de l'humilier comme ça et de le faire pleurer en le forçant à frapper Daniel Bryan, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça bizarre, ça m'a jamais vraiment convaincu. Alors certes, ça établissait vraiment l'autorité comme les plus grosses ordures de l'histoire, ça y a aucun doute. Mais je sais pas, le Big Show à l'époque, j'y arrivais vraiment pas. Mais bon, au moins avec tout ça, on avait quand même pleinement établi l'autorité et ses rivaux. La semaine suivante, en plus, Goldust va venir se mêler à tout ça pour essayer de venger son frère, et Bryan et le Big Show trouveront un moyen de mettre Orton au sol dans le main event pour teaser le grand match à Night of Champions. Et justement, arrivé à Night of Champions, l'autorité va avoir l'occasion d'encore s'illustrer. Au terme d'un match vraiment cool en main event du show dans lequel tous les titres sont défendus, Daniel Bryan réalise à nouveau l'exploit de battre le champion de la WWE, et pour la deuxième fois de sa carrière, il devient champion du monde dans l'entreprise, qui pourtant ne veut pas de lui. Mais justement, pour moi, c'est là que l'histoire de l'autorité est vraiment très cool. Comme je l'ai dit, il jouait en permanence sur la ligne entre la réalité et la fiction. Et pour moi, c'est là que le catch est le plus intéressant à suivre. Derrière les écrans, dans la vraie vie, on sait bien que les gens qui dirigent la WWE ne veulent pas d'un mec comme Daniel Bryan en tant que champion. Sauf que, à côté, ils réalisent bien que tous les fans le soutiennent et que le mettre en avant de cette manière-là, c'est aussi intéressant d'un point de vue financier. Donc, certes, Bryan se retrouve champion du monde à 2 reprises pour donner un petit espoir aux fans et faire marcher le business, mais l'autorité a toujours une bonne raison aux écrans pour lui retirer la ceinture. Là, en l'occurrence, ils vont justifier que l'arbitre a compté trop vite pour renverser la décision, et le titre de la WWE se retrouve alors vacant et remis en jeu lors de Battleground. En parallèle, l'autorité va continuer à se faire d'autres ennemis avec Dusty Rhodes qui apparaîtra aux écrans pour demander à ce que son fils soit réembauché et qui aura cette scène avec Stephanie McMahon qui visiblement avait premier degré vraiment énervé la famille dans les vestiaires. Et le Big Show lui continue à subir la pression de ses employeurs qui le forcent à leur obéir s'il ne veut pas être licencié. Et justement, puisqu'on parle de conserver son emploi, ou plutôt de le récupérer en l'occurrence, cette histoire raconte aussi quelque chose de très cool avec la famille Rhodes puisque Cody et Goldust obtiennent un match contre le Shield lors de Battleground avec un immense enjeu. Les enjeux sont simples. En cas de victoire, Cody récupère son emploi, mais par contre, en cas de défaite, non seulement il reste licencié, mais il ne pourra plus jamais être employé par la WWE. Et donc, cette rivalité va donner lieu à un premier grand moment au pay-per-view suivant, puisque grâce à la présence de leur père aux abords du ring et dans une scène d'émotion formidable, Cody Rhodes et Goldust viennent à bout des champions par équipe et redonnent alors au plus jeune fils de Dusty son emploi pour mettre à mal une première fois le clan de Triple H. Et d'ailleurs vous allez le voir, Battleground c'est un show dans lequel l'autorité va avoir pas mal de problèmes. Dans le main event, alors que le titre est remis en jeu entre Orton et Bryan, le Big Show intervient bien comme l'autorité lui a ordonné, mais au lieu de juste mettre KO le rival de Triple H pour offrir le titre à Orton, il va envoyer sa droite aux deux adversaires pour offrir un match nul.
Bon, là ça commençait vraiment à faire beaucoup. L'autorité essayait d'utiliser la force du Big Show pour s'assurer une domination sans faille à la WWE, mais puisque celui-ci refusait de leur obéir, il fallait frapper fort. Du coup, dès le lendemain à Raw, Stephanie McMahon débarque et décide de licencier le Big Show, et ce qui aurait pu l'éloigner de cette histoire, ou du moins réduire son importance, va en fait faire tout l'inverse. Mais bon, vous allez voir, on y reviendra plus tard, là on a plus important à traiter, puisque le même soir, la WWE va faire une immense annonce. Grâce au vote du public sur l'application WWE, c'est Shawn Michaels qui est choisi pour être l'arbitre spécial du match entre Daniel Bryan et Randy Orton lors de Hell in a Cell, et ce choix, il est très important. Michaels, c'est certes l'ami de toujours de Triple H et son partenaire dans la DX, mais pas seulement. À l'époque, déjà, il est énormément apprécié, donc les fans imaginent qu'il aura l'audace de s'opposer à l'autorité, mais surtout, c'est lui qui a formé Daniel Bryan à ses débuts, et donc tout le monde pense que sa présence en tant qu'arbitre garantit un match équitable qui pourra au final donner la victoire au leader du Yes Movement. Avec tout ça, les histoires de l'autorité vont donc continuer de s'alimenter plus ou moins toutes seules semaine après semaine, avec le Big Show qui va continuer à faire des apparitions dans le public pour gâcher les plans de Triple H, et qui annoncera en détente qu'il va poursuivre Triple H et la WWE en justice, parce qu'ils lui doivent énormément d'argent. Voilà, donc bah super, en fait pour moi la leçon que ça donne là, c'est que si vous aussi votre patron vous paye pas, attendez quand même qu'il vous vire avant de lui coller un procès, parce que on sait jamais, peut-être c'est juste son appli de compta qui bug, hein, ce genre de truc ça arrive. Non franchement je suis désolé, hein, avec tout le respect que j'ai pour le Big Show, avec cette action et même dans cette rivalité en général, c'est juste le roi des cons. Mais bref, avec tout ça on arrive à une semaine de Hell in a Cell, et ce qu'on pensait concernant la présence de HBK en tant qu'arbitre du main event va totalement se confirmer, puisqu'il va dire à Triple H que lors de Hell in a Cell, il fera ce qui est de mieux pour le business, qu'il a toujours aimé. Mais malheureusement, si ça c'est ce qu'il dit à ce moment-là, et que c'est ce que les fans pensaient qu'il allait faire, parce que Michaels est quand même un représentant du catch un peu pur, bah malheureusement ça va se passer un peu différemment. Parce que oui, à Hell in a Cell, l'autorité voit bien ses plans mis à mal, mais pas dans le main event. Si le Shield perd ses ceintures par équipe au profit de Cody et Goldust pour leur offrir un grand moment, qui est pas sans rappeler ce qu'on vient de vivre à WrestleMania 40, Daniel Bryan lui ne finit pas son histoire le même soir. Dans le main event, alors que Orton et Bryan sont à la lutte et que Michaels est resté impartial tout le match, avec même un petit penchant de favoritisme pour Bryan, tout change quand celui-ci envoie son adversaire droit sur l'arbitre de la rencontre. Furieux d'avoir été mis KO même involontairement et surtout choqué d'avoir vu son meilleur ami pulvérisé par un coup de genou de Bryan, Shawn Michaels craque et envoie son Switching Music sur celui qu'il avait formé près de 15 ans plus tôt, offrant alors la victoire au protégé de l'autorité sur un plateau d'argent, et tournant pour la première fois le dos aux fans depuis de très nombreuses années. Avec tout ça, l'autorité quittait donc Hell in a Cell avec certes des ceintures en moins suite à la défaite du Shield, mais avec la ceinture la plus importante sur le catcheur qu'il voulait voir au sommet, et ce show était donc un soulagement pour Triple H et Stephanie. Mais c'est pas fini. Parce que si l'autorité était déjà très puissante après Hell in a Cell, le groupe va gagner un allié de taille dès le Raw suivant, avec Kane qui un petit peu de nulle part annonce que l'autorité a bel et bien fait ce qui était mieux pour le business, avant de dire que le monstre est désormais à leurs ordres, puis de donner soudainement son masque à Stephanie McMahon pour se diriger vers un personnage pour le moins surprenant. Et justement, ce personnage étonnant, on va le découvrir dès la semaine suivante. Ce soir-là, le Big Show menace Triple H et Stephanie McMahon d'attaquer la WWE en justice, et pour éviter qu'il ne le fasse, l'autorité est contrainte d'accepter ses demandes qui sont les suivantes. Déjà, le Big Show demande à récupérer son emploi, ce que Triple H accepte assez rapidement, mais il demande aussi un match pour le titre de la WWE à Survivor Series, et malheureusement l'autorité n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et oui, je dis malheureusement parce que franchement à ce moment-là le Big Show, qui veut le voir à cette position? Sérieux, je veux dire personne veut le voir, enfin personne j'en sais rien, mais en tout cas moi je veux pas le voir. Mais bref, puisqu'il est de nouveau employé à la WWE, le Big Show a le droit à un match le soir même, pour un petit peu le punir, et avant même que celui-ci ne commence, on découvre l'arrivée surprenante d'un Kane vêtu d'un costume et débarrassé de son masque, qui porte désormais le nom de Corporate Kane. L'autorité venait alors d'ajouter un membre à son groupe, et même si des petites dissensions commençaient à naître au sein du clan, notamment entre Orton et le Shield, Triple H avait réussi à éloigner Daniel Bryan du titre de la WWE, et ça, c'était super important. D'ailleurs, le groupe va rester surpuissant sur toute la fin de l'année 2013, puisque Randy Orton conserve également son titre contre le Big Show à Survivor Series, et alors que Daniel Bryan est concentré sur sa rivalité contre la famille Wyatt, l'autorité a l'occasion de marquer un très grand moment, puisque lors de TLC, Randy Orton affrontera John Cena dans un match pour unifier le titre de la WWE et le titre poids lourd. Seulement voilà, le problème pour moi il est là. Avec tout ça, Daniel Bryan n'est plus du tout le centre de l'attention de l'autorité, et il a clairement été éloigné de la course au titre. Donc oui, les vraies personnes qui dirigent la WWE à l'époque sont sûrement contents, mais c'est clairement pas le cas des fans. Et donc, alors que le match entre Orton et Cena est officialisé avec tout le roster de la WWE, Daniel Bryan se mange l'ovation de sa vie, et l'autorité est hors d'elle. Mais bon, heureusement pour eux, malgré ce petit problème, à la fois dans le scénario et dans la vie réelle, tout va quand même revenir très vite sur de bons rails. Déjà, Orton vient à bout de Cena lors de TLC, et il unifie alors les deux titres les
plus importants de l'entreprise, et les aspirations de Daniel Bryan sont calmées le même soir par la Wyatt Family qui continue de tourmenter le favori des fans. Enfin, ça c'était en théorie. Parce que là on arrive fin 2013, et si la WWE est toujours dirigée d'une main de fer par l'autorité, les fans eux n'ont clairement pas oublié qui était leur favori. Semaine après semaine, la popularité de Bryan n'a de cesse d'augmenter, et bien qu'il rejoigne la Wyatt Family lors de l'épisode du 30 décembre 2013, sa montée en flèche continue et elle culmine enfin le 13 janvier lorsque Bryan craque et quitte le groupe pour laisser exploser le Yes Movement et se lancer dans une route folle vers WrestleMania. Cette histoire vous la connaissez, c'est justement celle du Yes Movement qui permet à Bryan d'à nouveau s'ériger en principal opposant de l'autorité et qui obtient alors une opportunité en or à WrestleMania 30 avec un premier match contre Triple H qui peut le mener jusqu'au main event en cas de victoire. Mais c'est pas tout, parce que si dans la même période le Shield se lance dans une rivalité avec la Wyatt Family et qu'il s'éloigne un petit peu des intérêts de l'autorité, ils vont aussi et surtout finir par quitter officiellement le groupe lors du Raw du 17 mars pour mettre le clan de Triple H dans une situation très délicate. Et d'ailleurs cette période pour l'autorité c'est certainement la plus compliquée aux écrans, parce que d'une part ils perdent certains de leurs meilleurs atouts avec le Shield, d'une autre ils perdent tout à WrestleMania 30 avec Bryan qui bat Triple H et qui devient champion du monde dans le main event, mais en plus le retour de l'évolution à l'été avec l'ajout de Batista dans l'autorité n'est toujours pas bénéfique pour le groupe, puisqu'ils vont perdre tous leurs matchs contre le Shield. Cette immense rivalité je l'ai retracée il y a pas très longtemps sur la chaîne, je vous conseille d'aller jeter un œil si ça vous intéresse, et ce qui est important pour nous aujourd'hui c'est ce qui se passe juste après. Parce que, ok, là l'autorité a subi une période compliquée, mais vous allez voir qu'il n'allait pas tarder à remonter pour devenir encore plus fort qu'il ne l'était à leur début. Déjà, ils vont réussir à se débarrasser de Daniel Bryan, puisque lors du Raw du 9 juin, celui-ci est contraint de rendre son titre vacant pour blessure, et si une semaine plus tôt, lors de Payback, l'évolution a subi sa dernière défaite contre le Shield, le sort de l'autorité était sur le point d'être bouleversé. À 24 heures à peine de Payback, le groupe est en difficulté. Le titre de la WWE est vacant, donc c'est pas l'un des leurs qui est champion, et après cette dernière défaite contre le Shield, Batista quitte la WWE pour laisser l'autorité avec une fois de plus un membre en moins. Sauf que on le sait aujourd'hui et on l'a justement appris ce jour-là, Triple H et l'autorité ont toujours un plan B. À la surprise de tout le monde et dans l'un des moments les plus fous de la WWE, Seth Rollins trahit ses partenaires du Shield pour s'allier à l'autorité, recevant semaine après semaine des chants le traitant de vendu et rendant sa puissance au groupe de Triple H en allant chercher la mallette Money in the Bank dès le pay-per-view suivant. Et donc à partir de là, tout pouvait reprendre pour l'autorité. Ok, John Cena était venu à bout de cet adversaire lors de Money in the Bank pour devenir champion de la WWE, il était alors devenu l'un des principaux rivaux du groupe de Triple H, mais avec Seth Rollins détenteur d'une mallette qui lui donne un match de championnat quand il veut et où il veut, c'était pas vraiment un problème. L'autorité pouvait rester en force avec Kane, Randy Orton et Seth Rollins, et franchement, c'est certainement la version la plus puissante du groupe. D'ailleurs, en parallèle de tout ça, Stephanie McMahon a aussi sa propre rivalité avec Brie Bella pour surfer sur la blessure de Daniel Bryan, qui est le mari de la jumelle Bella, et Stephanie réussit justement à battre sa rivale lors de SummerSlam, un show qui va marquer encore un grand moment pour l'autorité. Déjà le même soir, Seth Rollins vient à bout de Dean Ambrose pour donner une autre victoire au groupe, mais surtout dans le main event, John Cena se fait détruire par Brock Lesnar, et si celui-ci n'est pas un membre officiel de l'autorité, on sent quand même bien que Triple H préfère le voir lui avec la ceinture la plus importante. Avec tout ça, Seth Rollins continue de progresser pour s'établir comme un catcheur solo important avec l'ajout de J&J Security lors du Raw du 29 septembre, et cette progression va finir par l'amener directement dans une rivalité avec John Cena, qui va lancer l'une des plus grandes histoires de l'année 2014. Depuis sa création en 2013, l'autorité n'a eu de cesse d'abuser de son pouvoir. Ils menaçaient les catcheurs de les licencier, ils utilisaient leur contrôle pour renverser des décisions et choisir qui avait le droit d'être au sommet, et tout ça forcément ça commençait à saouler tout le monde, et surtout le visage de la WWE, John Cena. Et pourtant, puisque justement John Cena est à l'époque le visage de l'entreprise, l'autorité ils aimeraient bien l'avoir de leur côté. D'autant que, on l'a vu, depuis de nombreux mois, Randy Orton est de plus en plus frustré, il a eu de cesse d'enchaîner les défaites, notamment contre Cena, et avec un Seth Rollins de plus en plus important dans l'autorité, la vipère a atteint ses limites. Orton décide donc de libérer sa frustration sur celui qui est vraiment érigé comme son remplaçant en plaçant son RKO à Seth Rollins pour quitter le groupe officiellement et démarrer une rivalité avec celui qui se fait appeler l'architecte. Et avec tout ça, Orton laisse alors l'autorité sans un leader important. Parce que oui, Rollins a beau être Mr. Money in the Bank, il est toujours pas au niveau des grandes stars comme Orton ou Cena. Et justement, Triple H qui a maintenant besoin d'un vrai remplaçant pour Orton va tenter de se tourner vers le leader de la 6 Nations. Et en soi, il avait pas trop le choix, des stars de son niveau à ce moment-là, il y en avait pas beaucoup. Et avoir à ses côtés le visage de l'entreprise, ça a clairement pas de prix. Mais le problème, il est bien là. Le visage de la WWE, il pourrait jamais s'aligner avec un tel groupe, en tout cas pas John Cena qui est le favori ultime des fans depuis des années. Et donc face au refus du champ, Triple H le défie à un match 5 contre 5 lors des Survivor Series, qui va avoir une importance très grande dans notre histoire. Parce que oui, vous l'aurez peut-être remarqué, depuis le départ de Daniel Bryan, l'autorité a beau rester surpuissante, ils ont pas vraiment d'ennemis majeurs. Ok, on peut parler de Ambrose et Reigns qui ont été trahis par Rollins, mais ils sont clairement pas au niveau de popularité de Bryan, et ils ont du mal à avoir ce rôle d'oppressé par l'autorité qui est presque nécessaire à l'existence du groupe. Et donc on voit que la WWE tente de ramener cette opposition entre l'autorité et les catcheurs en mettant John Cena en tête de cette guerre, sauf que pour moi, ça marche pas du tout.
Bah oui, là il faut revenir sur le principe même de l'autorité. Ok, ils représentent des personnages qui dirigent la WWE et qui ont des histoires avec d'autres catcheurs, mais surtout, ils représentent une autorité bien réelle. Et cette autorité, elle s'est toujours opposée à ce que des mecs comme Daniel Bryan atteignent les sommets, donc c'était logique jusque-là. Par contre, ces mêmes personnes, c'est totalement elles qui ont vu l'immense potentiel de John Cena et qui l'ont littéralement mis à cette position. Donc le voir en tant qu'opposant à la direction, ça a certes du sens d'un point de vue de scénario, et je vais être honnête, ça m'avait pas choqué à l'époque, mais si on cherche un peu plus loin et qu'on lit entre les lignes, bah c'est sûr que c'est moins pertinent. Mais vous allez le voir, tout ce que je viens de dire là, la WWE l'avait parfaitement compris. Parce que, effectivement, le match de Survivor Series va être super important pour plusieurs raisons. D'un côté, si l'autorité perd, ils n'auront plus aucun pouvoir à la WWE et ils devront quitter leurs fonctions. Mais d'un autre, si John Cena et son équipe perdent le match, ce sont les 4 associés du visage de la WWE qui seront contraints de quitter l'entreprise. Parmi ces catcheurs, on retrouve le Big Show, l'opposant historique de l'autorité, on retrouve aussi Ryback et Eric Rowan, qui sont des catcheurs de milieu de carte qui cherchent à grimper et qui ont du potentiel, mais on retrouve aussi et surtout Dolph Ziggler. Et pour moi, ce qui est raconté à Survivor Series 2014, c'est ultra important. Parce que, à la surprise d'absolument personne, le Big Show va changer le camp en plein milieu du match pour des raisons douteuses, et l'équipe de John Cena va alors tout simplement se faire détruire. Et d'ailleurs, elle va tellement se faire détruire que dans le match à élimination, il va finalement rester plus que Dolph Ziggler pour représenter l'opposition, et il va alors se retrouver seul face à 3 catcheurs à la fin du match. Et avec cette situation, même si on est loin de s'en douter à l'époque, on s'apprête à vivre l'un des plus grands moments de l'histoire de la WWE. Seul dans le ring contre Harper, Rollins et Kane, Dolph Ziggler nous sort la performance de sa vie, et il parvient à éliminer 2 des soldats de l'autorité pour se retrouver en finale contre Seth Rollins. Et avec l'arbitre KO et le monde contre lui, voilà ce qui se passe. Pour la première fois de l'histoire, Sting apparaît sur les écrans de la WWE pour faire ses débuts dans un moment juste exceptionnel, et la légende vient vider le ring en plus de placer le corps de Ziggler sur celui de Rollins, pour offrir la victoire à l'équipe de John Cena et mettre un terme à l'autorité. Ce moment est juste fou. Et aujourd'hui, on se rappelle surtout des débuts de Sting et de la grosse performance de Ziggler, mais je pense qu'on réalise pas à quel point l'histoire était importante. Si John Cena n'était pas le plus crédible opposant de l'autorité, parce qu'il avait été choisi comme visage par ces mêmes personnes, Dolph Ziggler, lui, c'était totalement le rebelle qu'il pensait être. Comme Daniel Bryan, il n'avait pas le gabarit des plus grandes stars, et à ce moment-là, il avait à peine touché les sommets une fois en 2011 en devenant champion du monde. Toute sa carrière, il avait systématiquement été retenu, et le fait de le voir battre l'autorité ce soir avec l'aide de l'un des plus grands de tous les temps, c'était juste magnifique. Mais bon, malheureusement, cette victoire n'a pas vraiment mené à la fin de l'autorité. Et non, je sais qu'on pourrait croire que c'est une conclusion et ça raconterait une belle histoire, mais elle n'est pas finie. Avec l'autorité hors du pouvoir, John Cena pouvait se vanter d'être celui qui avait sauvé la WWE et l'arrivée de Sting semblait annoncer de grandes choses, mais moins d'un mois plus tard, après avoir menacé de briser la nuque d'un Edge qui était à la retraite, Seth Rollins réussit à forcer John Cena à réinstaurer l'autorité et le groupe de Triple H peut alors faire son retour pour reprendre le pouvoir. Bon, là je suis un petit peu partagé. D'un côté, ce qui arrive après c'est très cool et l'autorité a encore de belles heures devant elle, notamment grâce à Rollins, mais dans un autre, le fait de les faire revenir après ce grand moment à Survivor Series, bah ça m'avait un peu saoulé à l'époque. Mais bon, de retour au sommet, l'autorité va pouvoir immédiatement recommencer à imposer sa domination en licenciant des catcheurs qui s'étaient opposés à eux et en les mettant dans des situations compliquées avant ça, et même si John Cena réussit à leur rendre leur emploi peu de temps après, plus rien ne semblait pouvoir stopper le groupe de Triple H. Pour le féliciter d'avoir ramené l'autorité au pouvoir, Seth Rollins obtient une place dans le match de championnat lors du Royal Rumble, ce qui va nous offrir un match absolument dingue, et petit à petit, on sentait que l'architecte de l'autorité s'orientait réellement vers les sommets. Dans la même soirée, Roman Reigns remporte le Royal Rumble et il devient donc le challenger officiel au titre de Lesnar à WrestleMania, après avoir lui-même dû lutter contre l'autorité, et la carte du plus grand show de l'année commençait alors à se construire petit à petit pour les divers membres de l'autorité. Les débuts de Sting vont le mener à se lancer dans une rivalité contre Triple H, et un match sera organisé entre les deux sur la plus grande scène du monde. Le retour de Randy Orton aux côtés de Triple H et compagnie va pas durer bien longtemps, et il finira par trahir Seth Rollins pour le défi à WrestleMania, et donc le plus grand show de l'année pouvait marquer un moment très important pour l'autorité. Et justement, si le début de WrestleMania 31 pouvait avoir l'air un petit peu mitigé, avec Triple H qui remporte certes son match contre Sting, mais Rollins qui perd lui contre Randy Orton, l'autorité va obtenir la plus belle des victoires dans le main event de la soirée, puisque Seth Rollins débarque en plein milieu du match le plus important avec sa mallette Money in the Bank, pour enfin utiliser son contrat et choquer le monde en remportant le titre de la WWE. À ce moment-là, l'autorité était tout simplement de retour au sommet du monde. Même s'ils avaient eu quelques bons moments depuis leur retour, il leur manquait une grande victoire et un grand accomplissement. Et depuis Randy Orton, ils n'avaient plus eu de champion du monde à 100% de leur côté, parce que Lesnar n'était pas vraiment membre du groupe. Là, ils avaient battu Sting, ils avaient fait un dernier doigt d'honneur à la WCW au passage, et ils avaient en plus avec eux le champion de la WWE. Bref, l'autorité était surpuissante. Cette domination va en plus continuer pendant de longs mois, puisque Rollins conserve son titre jusqu'à l'été, où il va carrément obtenir grâce à l'autorité un match contre John Cena pour unifier le titre États-Unis et WWE, et justement dans un immense moment, Rollins crée à nouveau l'histoire en battant le visage de l'entreprise pour ajouter une ceinture à son palmarès et à celui de l'autorité.
Alors certes, il va pas conserver la ceinture très longtemps puisqu'il la perd dès le pay-per-view suivant, et la surpuissance de l'autorité est encore remise en cause par Sting qui affronte Rollins le même soir pour le titre WWE, mais justement, le champion crée l'exploit et vient à bout de la légende pour conserver la ceinture et garder l'autorité au sommet. Avec tout ça, on va arriver vers la fin de l'année 2015, et pour moi c'est là que l'autorité commence à perdre un peu en importance. Oui, Rollins est champion du monde et son règne est très cool, mais les rivalités qui vont suivre sont pas forcément les meilleures à mes yeux. La WWE va jouer sur la double personnalité de Kane, qui d'un côté maintient son personnage corporate au sein de l'autorité, mais qui d'un autre apparaît en tant que démon pour terroriser le champion, ce qui va finir par mener à un match entre les deux lors de Hell in a Cell, dans lequel le clan va perdre un de leurs membres, puisque suite à sa défaite, Kane sera contraint de quitter son poste au sein de l'autorité. Et pour moi, c'est là que tout va s'écrouler rapidement. Toujours dans le cadre de cette rivalité, Rollins va subir une grave blessure au genou, et lui qui était le personnage le plus important de l'autorité est contraint de rendre son titre vacant, ce qui va mener le groupe de Triple H dans un moment très compliqué. En fait, là il faut encore parler de la dualité entre ce qui se passe aux écrans et la réalité. D'un côté, la WWE doit vraiment trouver un plan de secours et rapidement couronner un nouveau champion, donc ils organisent un tournoi pour la ceinture, mais d'un autre, ils doivent aussi trouver un nouveau catcheur actif pour représenter l'autorité, en plus de trouver un opposant suffisamment crédible pour s'opposer à lui. Et là, malheureusement, les choix qui vont être faits sont peut-être pas les meilleurs. L'autorité va d'abord tenter de recruter Roman Reigns, comme il l'avait fait avec John Cena, et évidemment ça va pas fonctionner, et puisque le Big Dog vient à bout de son ancien associé du Shield dans la finale du tournoi pour remporter le titre de la WWE, l'autorité est contrainte de trouver un nouveau plan B, et ils choisissent alors Sheamus. À ce moment-là, il est Mr. Money in the Bank et il encaisse donc sa mallette sur Reigns quelques instants après sa victoire pour le priver de la ceinture, et surtout pour ramener le titre dans l'autorité. Seulement voilà, à ce moment-là, on peut pas dire que Sheamus il est à son prime, mais Roman Reigns il a pas le soutien espéré de la part des fans. Donc cette histoire, elle va très vite prendre une tournure étrange qui va rapidement mener à la fin du clan. Sheamus, qui est devenu le nouvel étendard du groupe, va créer son propre clan, la Ligue des Nations, qui spoiler était un colossal échec, et pour tenter le tout pour le tout, la WWE va placer Roman Reigns en tant que héros et rival de l'autorité, en lui offrant un match de championnat. Oui, je sais, c'est complètement con. Non, en vrai, si on prend un peu de recul, on voit que beaucoup de choses sont ratées sur la fin du clan. Triple H quitte les écrans après une attaque de Roman Reigns et il est remplacé par Vince pendant quelques temps, et le président de l'entreprise à l'époque se place en rival de Roman Reigns alors que tout le monde savait très bien qu'il était son plus grand soutien. Et le problème, encore une fois, il est là. Bryan et Ziggler, eux, on sait qu'ils sont pas appréciés par la direction et qu'ils n'auront jamais la place de numéro 1. Roman Reigns à l'époque, c'est tout l'inverse, et je pense qu'ils auraient mieux fait de jouer la carte corporate avec Vince qui érige Reigns comme le futur et qui lui fait tourner le dos aux fans, plutôt que d'essayer de jouer la carte du rebelle. Parce que avec tout ça, on a l'autorité qui offre un match de championnat à Reigns avec la condition qu'en cas de défaite, il sera licencié. Évidemment, la logique veut que le Big Dog surpasse tout le monde pour devenir champion de la WWE devant un public qui ne veut toujours pas de lui. Et sincèrement, pour revenir sur ce que j'ai dit, je pense que si Reigns avait rejoint l'autorité à ce moment-là pour finir par leur tourner le dos à WrestleMania par exemple, bah il aurait peut-être pu recevoir un immense soutien de la part des fans. Mais bon, ça sert à rien de refaire l'histoire, hein. Au final tout ça finit très bien, puisque des années plus tard, la WWE va enfin trouver la bonne présentation pour Roman Reigns, et de toute façon, à l'époque, ces événements vont juste mener à la fin de l'autorité. Parce que oui, avec Reigns champion du monde, l'autorité va essayer de tout mettre en œuvre pour lutter contre lui, et il se retrouve alors seul contre tous dans le Royal Rumble, contraint de défendre sa ceinture contre 29 autres catcheurs, et il finira justement par la perdre ce soir-là suite au retour de Triple H, qui va quitter le show en tant que champion de la WWE. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup critiqué tout ça, mais dans les faits, ce qui se passe entre Survivor Series et WrestleMania, c'est pas non plus à jeter. On sent bien que l'autorité est désespérée à l'idée de reprendre le titre, et ce retour de Triple H le montre bien. Donc non, c'est loin d'être horrible, mais encore une fois, c'est pas parfait du tout. En plus, les histoires vont se mélanger à ce moment-là, puisque lors du Raw du 22 février, Shane McMahon fait son retour de nulle part, et il accuse l'autorité d'être en train de détruire l'entreprise, ce qui va mener à WrestleMania 32, avec une fois de plus deux matchs très importants pour l'autorité. D'une part, Shane McMahon se retrouve face à l'Undertaker, avec à la clé en cas de victoire pour le fils du président la place de dirigeant de Raw, et d'une autre, dans le main event, Triple H défend son titre contre Roman Reigns pour essayer de se débarrasser pour de bon de l'opposition à son groupe. Évidemment, l'Undertaker vient ce soir à bout de Shane McMahon, et on pouvait donc penser que l'autorité allait triompher sur la plus grande scène du monde, mais dans le main event, Roman Reigns surpasse The Game et devient à nouveau champion du monde de la WWE, pour lancer pour de bon la chute du clan qui répondait au nom de l'autorité. Alors, je vous le dis tout de suite, l'histoire ne devient pas beaucoup plus logique sur la fin. Et d'ailleurs, c'est un petit peu regrettable parce que je trouve que la fin de l'autorité au Survivor Series paraissait beaucoup plus satisfaisante. Là, on va juste avoir Vince qui décide sans raison de quand même donner le contrôle de Raw à Shane McMahon alors qu'il a perdu au lendemain de WrestleMania. Triple H, lui, disparaît des écrans pendant un moment pour laisser Roman Reigns profiter de sa suprématie. Et c'est tout simplement comme ça que va prendre fin l'histoire de l'autorité.
Alors oui, Triple H et Stephanie vont se réunir à plusieurs reprises entre temps, et l'histoire de l'autorité sera ramenée sur le devant de la scène avec la rivalité entre Rollins et Triple H notamment, mais dans les faits, le clan dirigé par le couple le plus puissant de la WWE et qui avait dominé l'entreprise avec Randy Orton puis avec Seth Rollins a bien disparu après WrestleMania 32 pour envoyer chacun de ses protagonistes vers d'autres histoires. Personnellement, je trouve qu'à la base, l'autorité était une très bonne idée parce que ça permettait de mélanger des histoires bien réelles et fictives et qui fonctionnaient hyper bien avec Daniel Bryan, mais je dois reconnaître que même si l'ascension de Rollins et sa domination en 2015 était très cool, le clan s'est quand même beaucoup essoufflé après sa défaite à Survivor Series 2014, et sa fin en 2016 est assurément plus décevante que celle qu'on avait connue avec les débuts de Sting. Mais du coup avec tout ça, je suis quand même très curieux d'avoir votre avis sur l'autorité. Est-ce que c'est un clan que vous connaissiez et que vous aimiez, que vous détestiez ou même que vous avez découvert avec cette vidéo? Bref, dites-moi tout en commentaire, n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement pour le soutien, et si vous voulez me soutenir encore plus en vous régalant de boissons excellentes, n'oubliez pas mon lien affilié Oli qui est dans la description. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me rejoindre sur tous mes réseaux qui sont dans la description, en particulier sur Twitch, c'est là où c'est le plus intéressant de me suivre. Et moi cette fois-ci je vous donne rendez-vous non pas mercredi mais bel et bien dimanche prochain pour une vidéo qui je pense va vous plaire. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.